Repensez à la dernière fois où vous avez regretté quelque chose, un message envoyé trop vite, un mot un peu dur lancé dans le feu de l'action, ou un jugement hâtif sur une nouvelle personne. Et si je vous disais que notre cerveau possède une sorte de réglage d'usine qui nous pousse constamment à commettre ces erreurs? Cette vidéo est dédiée à la technique d'analyse de nos réactions. Plus simplement, il s'agit de comprendre comment pirater ce réglage et arrêter d'agir en pilote automatique. Restez avec nous et vous découvrirez comment une simple pause peut transformer radicalement vos décisions, vos relations et même votre carrière. Pour comprendre pourquoi nous sommes si impulsifs, il faut plonger au cœur de notre cerveau. Là, profondément enfoui, se trouve un système ancestral responsable de notre survie. Il fonctionne selon le principe « agis d'abord, réfléchis ensuite ». Il y a des milliers d'années, cela nous sauvait des tigres à dents de sabre. Aujourd'hui, ce même système nous pousse à réagir parfois de manière hostile à un email critique de notre supérieur. Le problème, c'est que le monde moderne exige non pas des réflexes instantanés, mais des décisions mesurées. Et notre défi est d'apprendre à notre cerveau archaïque les nouvelles règles du jeu. Alors, faisons connaissance avec notre principal adversaire. Pour être honnête, ce n'est pas vraiment un ennemi. C'est plutôt notre assistant un peu trop zélé et sacrément ancien. Imaginez un peu, un ordinateur ultra performant loge dans votre cerveau et il tourne presque toujours en mode pilote automatique. Ce pilote automatique, c'est un vrai champion de la vitesse. Il traite l'information en quelques millisecondes. Il aperçoit une nouvelle personne et instantanément, il scanne ses vêtements, sa coiffure, sa façon de parler. Et aussitôt, sans que vous en ayez conscience, il rend son verdict « ami, étranger, dangereux, sûr ». Il le fait en se basant sur tout votre passé, sur les films que vous avez vus et sur les stéréotypes qu'il a absorbés de la société. Mais à quoi sert-il concrètement? C'est une question de pure survie, un héritage de nos lointains ancêtres. Quand quelque chose bruissait dans les buissons, il n'avait pas le temps d'une analyse profonde. Celui qui pensait aussitôt « tigre » et s'enfuyait, survivait. Quant à celui qui se disait « peut-être que c'est juste le vent », il risquait de finir en plat principal. Notre cerveau a appris à économiser une énergie précieuse en créant ces schémas mentaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le monde a changé. Les tigres à dents de sabre ne rôdent plus dans les buissons. Mais notre pilote automatique, lui, fonctionne toujours sur l'ancien programme. Et maintenant, il voit un tigre dans un court message de votre chef, s'il n'y a pas d'émoticône, ou dans le regard de travers d'un inconnu dans le métro. Il crie encore « Danger, réagis !» et nous réagissons, nous nous vexons, nous nous mettons en colère, nous tirons des conclusions hâtives. Comprendre comment fonctionne ce pilote automatique interne, c'est le premier pas pour apprendre à lui reprendre les commandes à temps. Et voici le produit phare de notre pilote automatique mental, cette fameuse première impression. Vous avez sans doute déjà entendu la phrase « on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression ». Et c'est vrai, elle est d'une puissance incroyable. C'est comme de la colle, ça s'accroche à l'image d'une personne et il est ensuite très difficile de s'en défaire. Mais c'est là que réside le grand mythe que nous allons démystifier aujourd'hui. On nous apprend à faire confiance à cette première impulsion, à notre intuition. Mais soyons honnêtes, la première impression est l'outil le plus paresseux de notre cerveau. Il n'analyse pas la personne, il la compare simplement à des images issues de sa propre base de données. Une personne en costume strict a dans le dossier « sérieux, fiable ». Un jeune en hoodie et avec des tatouages, dans le dossier « peu fiable, inconstant ». Nous ne savons absolument rien de ces personnes et pourtant notre cerveau a déjà rendu son verdict. De plus, cette impression dépend à 50% non pas de la personne, mais de vous-même. Vous avez faim, tout le monde autour de vous vous paraîtra irritant. Vous êtes de bonne humeur, même le caissier le plus renfrogné vous semblera aimable. La première impression n'est pas une évaluation objective. C'est en substance votre propre miroir à un instant T. Il ne faut donc pas la considérer comme une vérité absolue, mais comme une toute première hypothèse, une ébauche brute, une hypothèse qui demande encore à être vérifiée. Bien, alors comment reprendre le contrôle face à ce pilote automatique? Par où commencer? La réponse est d'une simplicité déconcertante, et c'est là toute sa génialité. Le premier pas
et le plus important, est une pause consciente. Il s'agit d'une, deux, maximum 3 secondes. Un laps de temps minuscule entre ce qui s'est produit, le stimulus et la façon dont vous allez y réagir, votre réponse. Imaginez que vous avez un bouton stop imaginaire dans votre tête. Quelqu'un vous coupe la route. Votre pilote automatique hurle déjà, klaxonne, râle. Et c'est précisément à ce moment-là que vous devez réussir à appuyer sur ce bouton. À quoi cela sert-il? Cette micro-pause est une bouée de sauvetage pour votre esprit. Elle rompt la chaîne automatique, événement, émotion, action. Elle crée une zone tampon où votre cerveau lent mais réfléchi a le temps de rattraper votre cerveau rapide et impulsif. Le moyen le plus simple de créer cette pause est de prendre une seule inspiration profonde et d'expirer. Pendant que vous respirez, la première vague de colère ou de ressentiment s'apaise un peu. Ce court instant suffit pour qu'au lieu d'une réaction automatique, un choix s'offre à vous, et la liberté de choix, c'est précisément notre objectif principal. Bon, nous avons appuyé sur le bouton « Stop » et pris une inspiration. Et maintenant, qu'est-ce qui suit? Ce qui suit, c'est que nous passons du mode procureur au mode détective. Le rôle du procureur est de trouver rapidement le coupable et de porter des accusations. Celui du détective est de collecter les preuves et les faits de manière impartiale. À ce stade, nous devons être le plus objectif possible, comme une caméra. Notre objectif est de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire de distinguer ce qui s'est réellement passé de ce que nous en avons pensé ou interprété. Posez-vous une question simple. Que s'est-il passé concrètement? Non pas « pourquoi a-t-il agi ainsi avec moi ?» mais bien « quoi ?» Par exemple, votre collègue a dit en réunion « cette proposition est encore un peu brouillonne ». C'est un fait, c'est ce qu'une caméra aurait enregistré. Par contre, des pensées comme « il m'a humilié »,« il me trouve incompétent »,« il l'a fait exprès pour se faire bien voir de la direction », ce ne sont plus des faits. Ce sont vos interprétations, vos histoires personnelles. Essayez de décrire la situation comme si vous rédigiez un procès-verbal de police, de façon factuelle et sans émotion. À 15h05, Ivan Petrov a prononcé la phrase « Le message reçu à 10h20 était composé de 3 mots. » Ce simple procédé aide à désamorcer la charge émotionnelle initiale et à prendre du recul. Nous ne tirons pas encore de conclusion. Nous nous contentons de collecter les preuves. Voici l'un des tours les plus subtils de notre esprit. Nous mêlons constamment les faits à nos interprétations, et cela se produit si vite et si habilement que nous ne nous en apercevons même pas. Notre cerveau déteste l'incertitude. Il comble donc instantanément le moindre vide d'information par ses propres suppositions, qui se transforment alors en quasi-faits. Pour mieux comprendre, prenons un exemple concret. Le fait, votre ami n'a pas répondu à votre message depuis 3 heures. C'est une réalité objective et mesurable. Voyons maintenant ce que notre cerveau peut en faire. Interprétation numéro 1. Je ne compte pas pour lui, il m'ignore. Interprétation numéro 2. J'ai sans doute dit quelque chose de travers et je l'ai offensé. Interprétation numéro 3. Il a trouvé des amis plus intéressants. Vous saisissez la nuance? Le fait est unique, mais les histoires que nous nous racontons peuvent être multiples. Et chacune de ces histoires déclenche des émotions radicalement différentes. Rancune, anxiété, jalousie. Pourtant, aucune d'entre elles n'est un fait avéré. Ce ne sont que nos conjectures, basées sur nos peurs et nos expériences passées. Apprendre à distinguer cette frontière entre ce qui s'est réellement passé et ce que j'en pense est une compétence essentielle. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre et se rendre compte que le monstre effrayant dans le coin n'est en fait qu'un vieux manteau accroché à un cintre. Excellent. Nous avons maintenant appris à distinguer les faits de la fiction. La prochaine étape, endosser le rôle de scénariste. Par défaut, votre cerveau a tendance à vous proposer le scénario le plus simple, le plus évident ou, ce qui est le plus fréquent, le plus négatif. Il agit comme un auteur paresseux qui couche sur papier la première idée venue et la proclame géniale. Votre mission est d'activer le mode « et si » et d'esquisser plusieurs versions alternatives des événements. L'objectif, imaginer au moins 3 explications différentes pour un même fait. Reprenons l'exemple de notre ami qui ne répond pas à notre message. La première version que votre cerveau vous suggère, il m'ignore. D'accord, on la note.
Maintenant, place à la créativité. Deuxième version, son téléphone est complètement déchargé et il cherche désespérément un chargeur. C'est tout à fait plausible, n'est-ce pas? Absolument. Troisième version, il est en pleine réunion importante ou au volant, et il lui est juste physiquement impossible de répondre. C'est probable? Oh oui, très. Quatrième version, un peu plus farfelue, il a été enlevé par des extraterrestres. C'est une plaisanterie, bien sûr, mais même cette option, aussi loufoque soit-elle, montre qu'il peut y avoir une infinité de possibilités. À quoi sert cet exercice au juste? Il brise la domination de l'interprétation négative. Lorsque votre esprit est envahi par un seul scénario et un scénario négatif, vous y croyez aveuglément. En revanche, quand vous en avez 3 ou 4, le scénario catastrophe n'est plus qu'une option parmi tant d'autres. Votre anxiété et votre frustration s'apaisent aussitôt, car vous réalisez que très probablement la réalité est bien plus simple et prosaïque. Approfondissons un peu et parlons de ces bugs dans notre propre logiciel mental. Les psychologues les appellent des biais cognitifs. Il s'agit d'erreurs de raisonnement systématiques qui nous poussent à percevoir la réalité de manière déformée. Et l'un des bugs les plus pernicieux, c'est le biais de confirmation. De quoi s'agit-il? C'est la tendance de notre cerveau à rechercher, interpréter et mémoriser uniquement les informations qui confirment nos croyances déjà établies. En somme, nous nous faisons les avocats de nos idées premières, plutôt que des juges objectifs. Prenons un exemple. Vous avez la première impression que votre nouveau collègue est un peu arrogant. Dès lors, votre cerveau va se comporter comme un filtre. Il va remarquer chaque fois que ce collègue omet de dire bonjour, qu'il parle avec condescendance ou qu'il ne sourit pas. Et il ignorera complètement les moments où ce même collègue s'est montré serviable, a répondu avec courtoisie ou a partagé un paquet de biscuits. Vous ne cherchez plus la vérité, vous cherchez à avoir raison. C'est un piège très dangereux car cela crée un cercle vicieux. Vous croyez en quelque chose, vous trouvez des preuves de cela, vous y croyez encore plus fort, et ainsi de suite, sans fin. Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut consciemment se poser la question: quel fait pourrait contredire ma théorie? Chercher la réfutation plutôt que la confirmation, voilà le véritable signe d'une pensée rigoureuse. Une autre erreur fréquente de notre cerveau est l'effet de halo. C'est quand une seule qualité positive d'une personne, tel un projecteur, éclipse toutes les autres, nous poussant à lui attribuer d'autres qualités avantageuses, même sans aucune base solide. L'exemple classique est l'apparence physique. De nombreuses études ont maintes fois démontré que nous considérons inconsciemment les personnes jugées belles comme plus intelligentes, plus gentilles et plus performantes. Il suffit de voir un visage attrayant pour que notre cerveau y projette automatiquement tout un éventail de caractéristiques positives. À l'inverse, si quelqu'un nous déplaît physiquement, nous aurons tendance à lui prêter aussi d'autres défauts. Cet effet ne se limite pas à l'apparence. Si nous apprenons qu'une personne a fréquenté une université prestigieuse, nous pourrions automatiquement la considérer comme une experte en tout. Si quelqu'un fait preuve d'un esprit brillant et nous fait bien rire, nous pourrions en déduire qu'il est aussi un ami fiable. Nous prenons un détail marquant et construisons toute l'image autour de lui, comme si une seule colonne pouvait soutenir l'édifice entier. Le danger de l'effet de halo est qu'il nous empêche de voir la personne telle qu'elle est vraiment. Nous n'interagissons pas avec elle, mais avec notre propre fantasme d'elle. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est crucial d'évaluer les différentes qualités d'une personne de manière distincte. Certes, il peut être un spécialiste hors pair, mais cela ne signifie pas qu'il est un bon coéquipier. Oui, elle peut être très charmante, mais cela ne garantit en rien son honnêteté. Faites la part des choses, et l'image que vous vous ferez sera bien plus objective. Il y a un autre facteur crucial que l'on a tendance à oublier quand on analyse les autres, nous-mêmes. Notre état interne agit comme un filtre puissant, colorant tout ce que nous percevons. L'ignorer, c'est comme essayer d'apprécier les couleurs d'un tableau sans ôter ses lunettes de soleil. Rappelez-vous ces moments où la faim vous tenaille. Le moindre détail peut alors vous irriter au plus haut point. Un simple retard, la lenteur d'une personne, tout prend des proportions de catastrophe mondiale. En psychologie, il existe même un terme pour cela, hungry, contraction des mots anglais
hungry, affamé, et angry, en colère. Il en va de même avec la fatigue. Quand on n'a pas dormi suffisamment, on manque cruellement de patience et d'empathie. Le cerveau fonctionne alors en mode économie d'énergie, et toute tâche sociale complexe, comme tenter de comprendre le point de vue d'autrui, lui semble insurmontable. Il choisit donc le chemin le plus simple, l'irritation ou l'apathie, mauvaise humeur, stress, mal de tête. Tout cela déforme notre perception. Avant de tirer des conclusions hâtives sur quelqu'un ou sur une situation, il est utile de faire un rapide autodiagnostic. Posez-vous ces questions. Comment est-ce que je me sens physiquement en ce moment? Dans quel état d'esprit suis-je? Ma réaction vive n'est-elle pas liée à la personne, mais plutôt au fait que je suis juste fatigué et que j'ai faim? Parfois, un simple sandwich ou une pause de 15 minutes peut changer radicalement votre vision du monde. Alors, après avoir rassemblé les faits, envisagé plusieurs versions alternatives et fait le point sur notre état d'esprit, vient le moment le plus crucial, celui de l'analyse et de l'établissement d'un verdict préliminaire. Notre tâche est de peser le pour et le contre de toutes les informations disponibles et de choisir la version la plus plausible parmi celles que nous avons échafaudées. Imaginez que vous êtes membre du jury lors d'un procès. Vous avez les témoignages des témoins, les faits, et plusieurs versions présentées par les avocats, vos interprétations. Laquelle vous paraît la plus crédible en faisant abstraction de toute émotion ou spéculation? C'est là qu'intervient utilement un principe connu sous le nom de rasoir d'Occam. Il stipule « Les entités ne doivent pas être multipliées sans nécessité ». En d'autres termes, l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Revenons à notre exemple du collègue qui a qualifié votre proposition de non aboutie. Première version, il cherche à me nuire et à me rabaisser. C'est une explication assez complexe qui suppose un plan machiavélique et une animosité cachée de sa part. Deuxième version, il estime que la proposition a effectivement besoin d'être retravaillée et a simplement exprimé son opinion professionnelle. C'est une explication beaucoup plus simple et probable qui ne nécessite pas de théorie du complot alambiquée. Évaluez vos différentes versions sur une échelle de probabilité. Qu'est-ce qui est le plus probable? Que votre ami vous déteste secrètement et vous ignore, ou que son téléphone est simplement déchargé? Dans 99% des cas, la réponse est évidente. Cette étape permet de recentrer notre attention, la détournant des fantasmes dramatiques pour une évaluation réaliste de la situation. Que faire quand, après avoir tout analysé, vous vous rendez compte qu'il vous manque encore des informations? Vous avez collecté des faits, élaboré des hypothèses, mais aucune ne semble entièrement concluante. C'est à ce moment précis que notre cerveau ressent un profond inconfort. Il déteste l'incertitude et met tout en œuvre pour la combler, nous incitant à extrapoler, à supposer, à tirer la moindre conclusion. C'est précisément là qu'il faut faire preuve de sagesse et oser admettre « je ne sais pas ». Et c'est tout à fait normal. Reconnaître son ignorance est une preuve de force, non de faiblesse. C'est bien mieux que de fonder ses actions sur les bases fragiles de simples suppositions. Alors, que faire dans une telle situation? La réponse est simple et pourtant, nous l'oublions souvent. Il suffit de demander. Si un court message d'un collègue vous a interpellé et que vous peinez à en saisir le ton, rien de plus simple que de lui écrire « Salut, tout va bien? J'ai trouvé ton message un peu sec, j'ai peut-être mal interprété. » Si un proche a fait quelque chose qui vous a blessé, au lieu de vous torturer l'esprit pendant des heures, vous pouvez simplement lui dire « Quand tu agis de cette manière, je ressens ça. Est-ce bien ce que tu voulais exprimer ?» Le plus souvent, il s'avère qu'il n'y avait aucune mauvaise intention. Une question directe de ce type peut prévenir 9 conflits sur 10, des conflits qui naissent de malentendus et de nos propres interprétations. Au lieu de jouer les télépathes, contentez-vous d'utiliser les mots, c'est le moyen le plus sûr d'obtenir les informations qui vous manquent. Pour que cette théorie prenne tout son sens, rien de tel qu'un exemple concret, puisé dans notre quotidien. Imaginez une situation que chacun d'entre nous a probablement déjà rencontrée. Vous envoyez une question professionnelle à un collègue et, en retour, vous recevez un message bref, presque lapidaire. Par exemple, juste « OK ». Pas de smiley, pas de « bonjour », ni de « s'il vous plaît ». Et là,
Que fait notre cerveau en pilote automatique? Il sonne l'alarme immédiatement. La première pensée qui nous traverse l'esprit est « Il m'en veut, je l'ai vexé, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» L'humeur chute aussitôt. On repasse les dernières conversations en boucle cherchant notre part de responsabilité. La productivité en pâtit car toutes nos pensées sont accaparées par ce micro-conflit imaginaire. Maintenant, mettons notre technique en pratique. Appuyons sur le bouton « Stop » et prenons une bonne inspiration. Première étape, recueillir les faits. Qu'avons-nous concrètement? Un seul fait, la réception d'un message composé d'un seul mot. OK. C'est tout. Aucune autre donnée objective n'est disponible. L'hypothèse qu'il soit en colère n'est, pour l'instant, qu'une pure spéculation de notre part. Deuxième étape, envisager des scénarios alternatifs. Version 1, négative. Oui, il est réellement en colère. Version 2, neutre. Il est tout simplement débordé, répond à la hâte et n'a pas le temps pour les fioritures. Version 3, également neutre. C'est son style de communication habituel, concis et direct. Version 4, positive. Il est tout à fait d'accord et s'est déjà mis à la tâche, d'où sa réponse si rapide. Troisième étape, l'analyse. Quelle version est la plus probable en se basant sur le principe de simplicité? Très probablement la deuxième ou la troisième. Le scénario de sa colère, lui, exige de faire des suppositions supplémentaires sur une erreur que vous auriez commise. Conclusion, il n'y a aucune raison valable de paniquer et de s'inquiéter. Vous pouvez continuer à travailler sereinement. Et si un doute subsiste, vous pouvez simplement demander « Tout va bien ?» comme nous l'avons déjà évoqué. Simple, n'est-ce pas? Cette compétence est d'autant plus cruciale dans l'environnement où nous passons de plus en plus de temps, sur Internet. La communication textuelle est dépourvue d'éléments essentiels comme l'intonation, les expressions faciales ou le langage corporel. Nous ne voyons que de simples mots sur un écran, et notre cerveau, pour combler ce manque d'information, se met activement à interpréter. Bien souvent, il a tendance à imaginer le pire. Un simple point en fin de phrase est perçu comme de l'agressivité passive. Une réponse en majuscule comme un cri. L'absence d'un smiley comme un signe de mécontentement. Nous devenons hypersensibles à la ponctuation, oubliant que chacun a ses propres habitudes de communication écrite. C'est pourquoi les commentaires en ligne se transforment si souvent en champ de bataille. Quelqu'un poste une phrase ambiguë. Un autre l'interprète comme une attaque personnelle. En réponse, une tirade colérique fuse. Et voilà que deux personnes qui, dans la vraie vie, auraient peut-être sympathisé en discutant, sont prêtes à s'affronter violemment dans l'espace virtuel. Ainsi, avant de poster un commentaire hargneux ou d'envoyer un message froissé, utilisez notre technique. Faites une pause. Demandez-vous, ai-je vraiment bien compris mon interlocuteur? Relisez son message une nouvelle fois. Essayez de le lire avec une autre intonation, non pas accusatrice, mais neutre, voire amicale. Trouvez au moins deux interprétations alternatives à ces propos. Peut-être que la personne a simplement mal formulé sa pensée. Peut-être qu'elle voulait dire tout autre chose. Cette simple hygiène mentale peut vous épargner des tonnes de cellules nerveuses et préserver de bonnes relations. Un point très important qu'il convient de mentionner. Toute technique utile a aussi son revers de la médaille. Dans le cadre de l'analyse des impressions, ce risque prend le nom de paralysie analytique. C'est un état où l'on s'enlise tellement dans l'analyse, la rumination de toutes les options possibles et la quête de sens cachés, qu'on en devient incapable de prendre une décision ou de passer à l'action. Vous ruminez pendant des heures une simple conversation. Vous décortiquez le moindre regard, le moindre mot, la plus infime ponctuation dans un message. Vous échafaudez des théories complexes et alambiquées sur ce que la personne a vraiment voulu dire. Vous passez du statut de détective à celui de conspirationniste. Il est crucial de comprendre que l'analyse des impressions est un outil et non une fin en soi. Son rôle est de vous aider à dépasser cette première réaction, souvent irrationnelle et purement émotionnelle, pour parvenir à une décision plus mûre et réfléchie. Mais il ne doit en aucun cas se substituer à la prise de décision elle-même. Il existe une frontière subtile, mais essentielle, entre une analyse constructive
et une introspection anxiogène et sans fin. Comment la repérer? Une bonne analyse doit mener à un résultat, soit une action concrète, par exemple, j'ai décidé de le ou la questionner directement, soit une acceptation de la situation. J'ai conclu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et j'ai laissé tomber cette pensée. Si, par contre, vous vous contentez de tourner en rond, à ressasser inlassablement les mêmes pensées sans jamais aboutir à la moindre conclusion, alors ce n'est plus de l'analyse. C'est une rumination stérile et il est grand temps de s'en débarrasser. Il est évident que tout ce que nous abordons ici ne va pas fonctionner parfaitement dès la première tentative. Il serait naïf de croire qu'un seul visionnage suffirait à reprogrammer définitivement un cerveau qui a affiné ses automatismes pendant des millénaires. C'est une compétence et comme toute compétence, elle demande de la pratique. Imaginez que vous décidez de vous muscler. Vous ne vous attendez pas à voir apparaître des abdominaux en béton après une seule séance de sport, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est la même chose ici. Cette capacité à marquer une pause et à analyser consciemment, c'est un véritable muscle mental. Et il faut le travailler. Par où commencer? Commencez petit. N'essayez pas d'appliquer cette technique en plein milieu d'un conflit majeur avec votre chef ou d'une dispute avec votre partenaire. Ce serait comme essayer de soulever une barre de 100 kilos sans le moindre échauffement. Optez pour des situations à faible enjeu émotionnel. Par exemple vos réactions face aux titres des actualités ou aux publications sur les réseaux sociaux. Dès que vous percevez quelque chose qui déclenche chez vous une émotion forte et immédiate, colère, indignation, joie, marquez une pause. Passez cette situation au crible de notre algorithme. Quel est le fait pur et simple? Quelles sont les différentes interprétations possibles? Ne suis-je pas en train de tomber dans le piège d'un biais cognitif? C'est votre salle d'entraînement personnel. En vous exerçant sur ces situations simples et du quotidien, vous renforcez progressivement ce muscle de la conscience. Ainsi, lorsque quelque chose de vraiment important se présentera, ce muscle sera déjà en pleine forme et ne vous fera pas défaut. Qu'arrivera-t-il une fois que cet entraînement sera devenu une habitude? Vous commencerez à percevoir des changements pour le moins fascinants. Au début, ils seront subtils, presque imperceptible, mais avec le temps, l'impact deviendra flagrant. La première chose que vous ressentirez, et la plus importante, sera une profonde paix intérieure. On aura bien plus de mal à vous déstabiliser. Avant, un mot un peu sec ou un regard de travers suffisait à gâcher votre humeur pour la moitié de la journée. Désormais, un filtre solide, celui de votre analyse, se dressera entre l'événement et votre réaction. Vous comprendrez alors que la cause ne vient probablement pas de vous, mais plutôt de l'humeur ou des problèmes de l'autre personne, ou même tout simplement de votre propre fatigue. Vous cesserez également de réagir à vos propres interprétations ou fantasmes. En effet, la majorité de nos inquiétudes ne sont pas une réaction directe à la réalité, mais au scénario catastrophe que nous nous inventons. Lorsque vous apprendrez à identifier ces histoires et à ne plus les prendre pour argent comptant, vos motifs d'anxiété diminueront drastiquement. C'est un peu comme un marin expérimenté face aux vagues. Le novice, lui, est effrayé par le moindre remous, craignant de chavirer. Le vieux loup de mer, en revanche, reste imperturbable. Il connaît la nature des vagues, maîtrise parfaitement son embarcation, et sait que la majorité d'entre elles ne représentent aucune menace réelle. Vous deviendrez, vous aussi, le capitaine d'un tel état émotionnel, que la première vague venue ne pourra plus si facilement faire dévier de sa trajectoire. Et si l'on regarde encore plus loin sur le long terme, l'application régulière de cette technique a le pouvoir de métamorphoser non seulement votre humeur, mais l'orientation même de votre existence. Cela peut paraître audacieux, mais examinons les faits. Premièrement, vous commencerez à prendre de meilleures décisions. C'est particulièrement vrai pour vos finances. Combien de fois avez-vous succombé à des achats impulsifs, influencés par une publicité aguicheuse ou un désir fugace? L'analyse de vos émotions vous permet de prendre du recul et de vous demander « En ai-je vraiment besoin ? Ou est-ce simplement une impulsion émotionnelle ?» Deuxièmement, vos relations humaines atteindront un nouveau niveau. Vous serez moins susceptible de vous vexer, éviterez plus souvent les discussions stériles et comprendrez mieux les motivations d'autrui. Vous apprendrez à écouter pour comprendre et non pas pour répondre.
Cela créera autour de vous une atmosphère de confiance et de respect, menant inévitablement à la construction de liens plus solides et plus sains, que ce soit en famille ou entre amis. Troisièmement, cela aura un impact direct sur votre carrière. Dans le monde professionnel, nous sommes constamment évalués. Savoir accepter sereinement la critique, sans la prendre personnellement, mais en tirant profit, est le signe d'un véritable professionnel. La capacité à ne pas céder à la panique face à une situation stressante et à prendre des décisions réfléchies, voilà la marque d'un leader. Vous deviendrez un collaborateur ou un dirigeant plus efficace, fiable et précieux. Ce n'est pas qu'une simple soft skill, c'est une compétence fondamentale pour réussir dans le monde moderne. Et voici la conclusion majeure, presque bouleversante de tout cela. Ce ne sont pas les événements qui nous gouvernent, mais les histoires que nous nous en racontons. Non pas ce qu'une autre personne a dit ou fait, mais le sens que nous y avons accordé dans notre esprit. Et quand vous prenez réellement conscience de cela, la magie opère. Vous cessez d'être victime des circonstances pour devenir l'architecte de votre propre réalité. Vous reprenez le contrôle total de vos émotions. Ce collègue au message un peu sec était peut-être simplement en train de renverser son café sur lui, pendant que vous montiez déjà tout un scénario dramatique de rivalité dans votre tête. Et cette prise de conscience, c'est précisément le aha moment, le déclic qui bouleverse tout. Pour résumer, la technique d'analyse des impressions est un algorithme simple, mais redoutablement efficace. Faire une pause, collecter les faits, explorer les alternatives et formuler une conclusion éclairée. C'est votre bouclier personnel contre les décisions impulsives et les conflits inutiles. C'est une compétence qui rend la vie plus consciente et plus sereine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et maintenant, une question pour vous. Dans quelle situation la première impression vous pose-t-elle le plus souvent problème? Au travail, dans vos relations avec vos proches ou peut-être sur Internet? Partagez votre histoire dans les commentaires, il sera très intéressant de vous lire.